Merci, c'est Mohamed, pour cette belle présentation, très instructive. Je crois qu'il y a beaucoup de questions. Et je vais peut-être y poser dans le désordre, vous répondez chacun quand il y a une question qui le concerne. Mais je vais quand même commencer par la question où c'est l'orateur, c'est le professeur Arabi qui a mis son nom, c'est le seul. Alors, je vais commencer par sa question par respect. Donc la question c'est pourquoi l'imagerie endocoronaire a disparu de la circulation, du moins au Maroc. Pourtant ses avantages sont nombreux. Je ne vais pas les réciter, cela a été bien fait par l'orateur. Et est-ce qu'il reste encore actuellement des indications à l'imagerie endocoronaire? Je félicite notre Bourhalem pour la clarté de son exposé. Merci. En fait, elle n'a pas disparu, elle a jamais réellement existé. À ma connaissance, il y a quelques centres qui ont eu l'échographie endocoronaire à un moment donné. Il y a un problème de coût qui est évident. En moyenne, une sonde d'échographie, c'est aux alentours de 300, 400, 500 euros. Les machines peuvent être mises à disposition à condition de faire un certain nombre d'imageries, d'utiliser un certain nombre de sondes. Moi, je suis beaucoup plus un combattant de la FFR, en considérant que c'est un outil qui va devenir indispensable si on veut être réellement au plus près des recommandations pour traiter nos patients en mort stable. Même pour les patients chirurgicaux, par exemple, là, qu'on veut donner un patient opéré chirurgien, tout à fait chirurgien, on n'est plus dans le système de, il y a 4 artères comptables, il faut compter les 4. Ça augmente le temps de CEC, il y a plus de risques, ça pousse les chirurgiens à mettre des veines. Si on peut faire, même, on peut marcher. Pour l'imagerie en elle-même, je pense honnêtement qu'une collaboration entre différents centres pourrait être envisagée en disant on va équiper 1 ou 2 centres, et ça on peut discuter avec les industriels, où tous les gens viendraient faire de l'imagerie. L'objectif étant réellement pédagogique. Tu as parlé tout à l'heure de 30 années d'expérience. Au bout de plusieurs années d'expérience, on arrive à lire l'angiographie de manière un peu différente. Et je crois que c'est Shawad qui m'avait demandé à un moment donné, qu'avec le Covid tout a disparu, de faire un topo un jour sur la lecture de la coronarographie. Et je pense que c'est intéressant de lire la coronarographie à l'aune de ce qu'on sait en imagerie endocoronaire, mais je pense qu'à travers les sociétés savantes, à travers les groupes de gens qui sont dans les salles de cathétérisme, on peut toujours imaginer, essayer d'acquérir 2-3 machines qui seraient mises dans des centres différents, pour lesquels il y aurait un travail collaboratif de formation mutuelle qui se ferait. Je suis peut-être un rêveur, mais je pense que c'est quelque chose qui est réalisable. Très bien, merci. Alors pour Saël, qu'en est-il de la bithérapie anti-agrégante plaquettaire au-delà des 12 mois après astémie? Alors après astémie, pour les patients qui sont atteints cardiovasculaires à risque, il faut peut-être la poursuivre à condition que le risque hémorragique soit faible. Il faut savoir que l'étude date, dans l'étude date, il n'y avait pas beaucoup de patients ST+. Il y avait aux alentours de 10%. Donc, voilà, on n'a pas beaucoup d'éléments en faveur de maintenir le traitement au-delà de 12 mois, mais lorsque le risque est extrêmement élevé, strombolique est élevé, lorsque le risque hémorragique est faible, on peut être amené à aller au-delà de 12 mois. Merci. Alors, une question pour Mohamed Adami. En présence d'une carence martiale, ne faut-il pas chercher une cause d'insuffisance cardiaque, notamment digestive? Je crois que tu as répondu, mais tu peux rajouter un mot. Je veux juste dire que j'ai commencé par cette diapositive importante où une personne qui a 11 et demi, quelle que soit l'explication possible, comme par exemple il s'alimente pas bien, ou il a eu une anémie à cause de son insuffisance cardiaque ou autre, il faut quand même penser à rechercher une cause et garder en tête cette notion d'une deuxième cause possible, surtout si l'anémie s'aggrave rapidement. Une deuxième question pour toi, si tu peux répondre rapidement. Les guidelines préconisent le fer carboxymaltose, c'est-à-dire le fer injecté. Mais peut-on utiliser des autres formes de fer, parce qu'ils sont un peu moins chers par rapport au fer injecté?
je sais qu'au Maroc, on utilise beaucoup le vélo-fer. C'est pas pareil, c'est pas le même fer, mais bon, il est utilisé à défaut. Bon, mais disons que les recommandations, c'est surtout le FMC, même s'il n'est pas disponible, s'il est trop cher, mieux vaut un autre fer que rien. Merci. Kamal, quelle est la place de la FFR pour les lésions associées à la lésion cible dans les syndromes coronaires aigus? Alors, c'est vraiment une question qui est centrale, puisqu'on concourt à dire que quand on revascularise en phase aiguë un patient sur l'artère cible et qu'il y a d'autres lésions, ce n'est pas l'existence des lésions en elles-mêmes qui peut être son pronostic, mais c'est leur fonctionnalité. Donc on a tendance maintenant à imaginer que on va, par exemple, faire la lésion cible, la traiter, et faire une FFR sur les autres lésions, pendant qu'on y est. Et si cette FFR est positive, on peut, soit dans le même temps, si la procédure est courte, ou dans un second temps, revasculariser les autres lésions. Alors que si la FFR est négative, on va être plutôt tranquille sur le pronostic des lésions résiduelles. C'est maintenant ce qu'on considère comme étant les lésions résiduelles dites fonctionnelles qui dépassent les lésions résiduelles dites anatomiques. Donc je pense que c'est effectivement une pratique qui devrait se généraliser. Regarde, merci. Saïd, IPP et clopidogrel. Vous pouvez dire un mot? Alors il faut essayer d'éviter le clopidogrel avec les IPP essentiellement les métrazole et avec le clopidogrel utilisé. Avec le ticagrelor, il n'y a pas de contre-indication avec le méprazole ou bien avec les oméprazole. Quelles sont les modalités? Injectable. Est-ce que c'est des fonctions du contrôle biologique? Comment ça se passe? Oui, c'est en fonction du contrôle biologique, mais on va retenir que quand l'anémie est sévère à moins de 10 grammes, il ne faudra jamais en aucun cas dépasser 1 gramme de fer injectable par séance. C'est un maximum, c'est-à-dire 1000 mg, ce qui serait l'équivalent de 20 millilitres de fer inject. Et on peut, par la suite, après 3 semaines, contrôler et voir s'il faut encore ajouter du fer et pas fer. Merci. Pour Kemal, c'est quoi la différence entre les deux? Et puis, tu l'as dit peut-être, mais est-ce que c'est le même matériel que vous utilisez pour les deux? C'est pas les mêmes consoles, ça peut être les mêmes kits. Ça peut être le même kit qu'on utilise, mais c'est pas les mêmes consoles. La console de l'IFR est nécessairement couplée à un électrocardiogramme pour faire la mesure de pression. C'est une mesure qu'on devrait prendre, c'est-à-dire qu'on doit s'équiper de FFR si on veut traiter de manière crédible et honnête les angines stables. C'est clair, sinon on nous reprochera d'avoir un réflexe sténotique. Il est clair que, comme je disais, si on prend en compte les lésions supérieures à 80, 75, 80, 90%, on n'est pas dans ce stade-là, mais toutes les lésions qui sont considérées comme intermédiaires, c'est-à-dire entre 50 et 70, 80%, devraient bénéficier d'une FFR avant. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en termes économiques, on finit plus ou moins par gagner. Le problème, c'est comment les cliniques, etc., vont s'en sortir. Parce que quand on fait la FFR, on passe, au lieu d'utiliser 2,6 stents chez un patient, on va passer à 1,8 stents par patient. Ça veut dire qu'on stent moins quand on fait de la FFR. Donc en Europe, on considère qu'on équilibre les coûts en réduisant le nombre de stents posés. Très bien, merci. Saïd, y a-t-il une place pour l'upério au décours d'un syndrome coronaire aigu avec insuffisance cardiaque? Alors, dans l'immédiat, juste après le syndrome coronaire aigu à la phase aiguë, il n'y a pas d'indication. L'étude qui a été faite était faite sur des patients en insuffisance cardiaque. C'est vrai qu'il y avait des patients ischémiques et des patients qui étaient non ischémiques. Je pense qu'à la phase aiguë, il n'y a pas encore d'indication à l'upério dans ce genre de situation. Dans la maladie chronique stable, chronique, en insuffisance cardiaque éventuellement, bien entendu, il y a une indication formelle. Alors,
Pour des raisons économiques, ça peut être pour toi, peut-être pour Kamal, pour des raisons économiques, et quand on veut parfois switcher entre ticagrelor et clopidogrel. Comment faire? Quelles sont les modalités? Alors, alors, quand on veut passer du clopidogrel au ticagrelor, il n'y a aucun problème. Parce que, oui, je vais y arriver. Quand on passe du clopidogrel au ticagrelor, il n'y a aucun problème parce que le ticagrelor entraîne une inhibition plaquettaire qui est puissante, qui est importante, qui est plus importante. Donc il y a une augmentation de l'inhibition plaquettaire. Lorsqu'on veut passer du clopidogrel au ticagrelor, il n'y a pas de problème, il faut y aller sur le champ. Donc il n'y a pas, même s'il y avait une dose de charge du clopidogrel. Maintenant l'inverse. Si on veut passer du ticagrelor au clopidogrel, il faut attendre 24 heures. Il faut arrêter pendant 24 heures et reprendre le clopidogrel pendant 24 heures. Parce qu'avec le ticagrelor, il y a une inhibition qui est plus importante qu'avec le clopidogrel. Je peux me permettre juste un complément. Quand on passe du ticagrelor au clopidogrel, ce qui est le plus souvent le cas, ce qu'on fait parfois, c'est quand on a une angioplastie complexe, un coma, ou comme tu disais tout à l'heure, une angioplastie dont le résultat demeure un peu douteux, on a tendance à vouloir donner du ticagrelor aux patients parce qu'on se dit qu'on a moins de résistance au plavix, et puis on a une antiagrégation plaquettaire plus puissante, donc on se sent plus sécurisé. Mais pour des raisons économiques, effectivement, au bout d'un mois, on peut imaginer switcher vers le clopidogrel, du ticagrelor vers le clopidogrel. C'est vrai qu'il faut attendre, mais en même temps, au moment où on donne le clopidogrel, il faut donner une dose de charge. Absolument, bien en sûr. Raison de la durée, il y a un retard au niveau de l'action du clopidogrel. Donc, il ne faut jamais oublier de donner une dose de charge qui est de 4 comprimés en fonction des pratiques. Le pic d'inhibition plaquettaire avec la dose de charge qu'on a dit quand même, il est rapide. Donc il est au bout de 2 heures. Donc 1h30, 2 heures, on est au pic de l'inhibition plaquettaire et c'est intéressant. Alors quelle est la place de l'hypophérésiénémie dans la physiopathologie cardiaque, c'est-à-dire le retentissement sur le muscle cardiaque? L'hypophérésiénémie, c'est même pas le fer sérique, c'est-à-dire un taux de ferritine bas. Franchement, je n'ai pas en tête sur le plan physiopathologique ce que ferait le taux de ferritine. Oui, voilà, ce serait l'anémie. On a vu un déficit martial plutôt. Voilà, un déficit martial à long terme, c'est sûr qu'il y a beaucoup de travaux, on n'a pas eu le temps de parler de tout ça, mais ça va faire comme une insuffisance cardiaque à haut débit pendant plusieurs mois ou années, c'est-à-dire un débit cardiaque qui est augmenté avec dilatation des cavités cardiaques et qui peut aller évoluer vers l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection basse avec le temps, mais tout ça, c'est, je dirais, mécanisme physiopathologique plus que réalité. Alors, il y a eu beaucoup de questions sur le Covid-19, mais plusieurs n'ont pas de rapport avec le thème d'aujourd'hui. Mais si vous pouviez dire un petit mot sur le cœur et Covid, c'est-à-dire comme maladie coronaire et myocarde. On a vu sur les publications les plus récentes, ça choque tout, c'est-à-dire la présence d'un Covid. Quand vous voyez maintenant les recommandations qui disent Covid plus, Covid moins, c'est-à-dire c'est la première question qu'on se pose devant un syndrome coronaire aigu, fibrinolyse ou stenting, c'est que vraiment le Covid est entré en plein cœur de la cardiologie et il y a de nouvelles recommandations un petit peu partout si on est en présence de Covid. Et ça va, la myocardite inflammatoire, c'est ce qui est le plus classique, mais on n'exclut pas, et je crois que c'est le message. Beaucoup de questions, mais comme on a dépassé le temps, on va rajouter quelques-unes.
que pensez-vous de la FFR du Coroscanner? Oui, c'était un bon, j'avais déjà dépassé le temps, donc je ne pouvais pas parler de tout. C'est effectivement en développement. Les problématiques techniques sont actuellement bien ciblées et je pense qu'on aura probablement des coroscanners avec un équivalent de FFR, c'est-à-dire avec une mesure de pression, un gradient de pression entre les lésions pour bientôt. Et comme pour le coroscanner, là aussi, c'est une histoire de formation le coroscanner. On le sait, c'est très inégal. Même en Europe, hein, il y a des centres où, quand ils te donnent un coroscanner, ça correspond à une coronarographie presque. Il y a des centres où le résultat est beaucoup plus aléatoire. Mais effectivement, c'est en développement et c'est probablement une piste d'avenir. Ça aide l'arrêt des antithrombotiques. Se fait-elle de la même façon pour la chirurgie non cardiaque et la chirurgie cardiaque? Parce que tu as parlé de la chirurgie cardiaque, lorsque cette chirurgie est élective et froide, on va attendre les 6 mois, le délai de 6 mois, pour que le traitement de la biantigrégation plaquettaire fasse son effet. Si maintenant le risque, enfin l'indication chirurgicale autre que cardiaque, est un peu plus chaude, un peu plus pressante, on va plutôt écourter à 1 à 3 mois. L'aspirine, normalement, ne devrait pas être arrêtée, sauf pour les chirurgies qui sont trop saignantes, les chirurgies intracrâniennes, les chirurgies intraoculaires et les résections endoprostatiques, etc. Par exemple, il faut bien sûr arrêter 5 jours avant. Pour le clopidogrel, c'est 5 jours avant. Pour le ticagrelor, c'est 3 jours avant. Alors, quel est le bilan martial qu'il faut faire systématiquement chez l'insuffisant cardiaque? Alors, je pense que le fer sérique, c'est très important. La saturation de la transférine, très important, puisqu'on a vu, c'est ça, les deux plus importants. Mais non, celui qui veut rajouter la ferritine, il peut toujours le faire, puisque les recommandations sont toujours, celle de 2016, elle date de 4 ans, mais il y a toujours la ferritine. Donc, on respecte si on ne se base encore sur la ferritine, mais la recommandation, c'est de se baser sur le fer sérique et la transférine, la saturation de la transférine. Merci. Ça aide en quoi le ticagrelor est-il différent du clopidogrel? Écoute, c'est pas une prodrogue, donc il n'est pas obligé d'être métabolisé pour être efficace comme ce qui est le cas pour le clopidogrel. C'est un médicament qui a une action qui est rapide, comme j'ai dit tout à l'heure, avec une dose de charge olympique qui est au bout d'1 heure et demie, 2 heures. Il a un effet réversible, et puis il a un effet qui est durable, donc même quand on l'arrête, son effet persiste au-delà de 24 heures. Et puis, comme on l'a dit tout à l'heure, il n'y a pas d'interférence qu'on utilise habituellement. Alors, pour permettre rapidement, la FFR a-t-elle un intérêt dans les MONICA, c'est-à-dire le syndrome coronaire angiographiquement normal? Oui, parce que, alors, puisque la FFR, il se développe actuellement grâce à la FFR, une étude de la microcirculation. On s'est posé d'énormes questions sur ces gens qui viennent avec des douleurs typiques, parfois des électromodifiés, souvent des femmes d'ailleurs, des coronaires dits angiographiquement normales. Il y a d'ailleurs à Mondor une étude qui démarre où on étudie les infarctus à coronaire normal en faisant une étude de la microcirculation grâce à de la FFR, mais on obtient l'occlusion des cardiaques. Et je pense qu'il y a un réel avenir en termes de choix thérapeutiques. On pourra faire des essais thérapeutiques en faisant l'étude de la microcirculation. Pour l'instant, on le fait de manière un peu, on se dit, voilà, c'est une cardiopathie hypertrophique, probablement microcirculatoire, on va donner des vasodilatateurs, on va donner ici. Je pense que ça sera un outil qui nous permettra d'évaluer des thérapeutiques dans les troubles de la microcirculation, qui sont une grande entité qu'on connaît peu pour l'instant. Effectivement, ça a un intérêt réel. Je crois que je vais rajouter 2 questions, après on arrêtera parce qu'on a dépassé la minute. Il y en a beaucoup, on ne peut pas tout passer, bien sûr. Alors, est-ce qu'on peut corriger l'anémie dans l'insuffisance cardiaque par le fer péros? Et à quelle dose? Justement, si on parle en injectable, c'est que les doses et les études qui ont été faites péros, ça ne marche pas parce que les doses sont très insuffisantes. Il faudrait
consommer des dizaines de comprimés, et quand on connaît les effets secondaires du fer par voie orale, c'est quasiment un défi que personne ne peut relever. Merci. Alors, dernière question pour Saïd. Quelle est la durée du clopidogrel après une fibrinolyse? Alors, après une fibrinolyse, ça dépend. Si le patient a eu une angioplastie après la fibrinolyse, c'est exactement la même chose qu'auparavant, que pour les patients qui sont angioplastés. C'est-à-dire, c'est 12 mois, en général. Si maintenant, le patient a eu une fibrinolyse et qu'il n'a pas eu d'angioplastie derrière, ça va s'arrêter au bout d'un mois. Très bien. Merci Saïd. Merci à tous les orateurs. Merci à vous tous qui êtes restés jusqu'à cette heure-ci. On remercie aussi le laboratoire AstraZeneca d'avoir sponsorisé cette soirée. Et voilà, je vous dis bonne soirée à tous. Et à la prochaine. Merci.